Salut l'équipe, comme Kyo, chaque lundi, on attend notre dernière danse. Et cette semaine, on va bien sûr débriefer les épisodes 3 et 4 avec la meilleure équipe de tous les temps, derrière les Bulls évidemment. Depuis son total rectal, il est l'homme le plus marrant de 2020. En même temps, vu l'année de merde qu'on passe, c'est pas compliqué. What's up, Stifle Bro? Salut à tous. Salut. Ça va quoi, en pleine forme? Ouais, bah, plutôt pas mal, ouais. Ravi de pouvoir débattre encore de ces deux nouveaux épisodes. Ravi aussi d'être là parmi vous. Il aurait adoré jouer le triangle avec Michael Jordan. Il se console quand même en jouant aujourd'hui pour Michael Jordan. Nico, comment ça va? Tout roule? Ça va bien et vous? Bah, écoute, ça va pas Salut mal. Nico, ça va. Et je crains le pire pour la dernière. Je sais pas pourquoi. Non, Attends, moi j'en ai une avant la tienne. Il y en a un qui aurait adoré jouer pour, le triangle, il y en a d'autres qui les mangent sur l'autoroute, les triangles. C'est Thomas Dufort. À 5,60 € le triangle. Sodebo. La famille, les triangles. Nico, est-ce que tu as vu, on sait donc Michael Jordan. Ah, tu présentes pas Thomas, non? Mais attends, c'est pas fini. On sait que donc, Michael Jordan est le propriétaire des Hornets. Est-ce que depuis la sortie de The Last Dance, vous avez eu des échos un petit peu de sa part? Non, pas encore, non. Non, j'ai parlé avec Buzz Peterson, qu'on a vu dans le premier épisode, qui bosse aussi chez Hornets, qui était son roommate et teammate. On a parlé un peu, mais lui-même, non. Ok. Et pour finir, donc cette équipe de choc, il est presque aussi tatoué que Dennis Rodman, mais il est tout aussi fêtard. Il aime autant la night que The Worm. Thomas, est-ce que tu as des nouvelles de Carmen Electra, gros? Carmen Electra, elle m'a mis un fuego, mon pote. Wouh! J'ai l'impression qu'il y avait quand même 2-3 heures de maquillage derrière tout ça. Ouais, ça rappelle quelques plaisirs solitaires quand même. Hein. C'est clair. C'est clair. Ça va les gars, tranquille? Pleine forme. Ouais. Pleine bourre, écoute. Hein. Super. Ce matin, j'étais debout à 9h, Oui, plein fer pour regarder ces deux épisodes. T'as bien fait, Erwan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait été tous séduits par les deux premiers épisodes. Est-ce qu'on a été de nouveau séduits comme sur les deux premiers épisodes? Bah oui, parce que là, ça parle maintenant. Ils parlent tous. C'est plus on se cache, on fait attention à la communication. Là, ils parlent tous, que ce soit ou les Bulls ou les Pistons, ça parle. Ils ne se cachent plus derrière des trucs. Là, tout le monde maintenant se met à parler. Moi, je rejoins Nico. Déjà, je me régale toujours autant de découvrir des détails de l'histoire. Parce que évidemment, on connaît le point A, le point B. Donc maintenant, il reste à savoir le cheminement et certains petits détails soit qu'on ne connaît pas du tout, soit qu'on redécouvre. Et donc, moi, je sais que quand j'arrive à la fin du 4e épisode, j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner sur un 5e. Donc, en général, c'est bon signe quand même. Steph, toi, tu ne partages pas complètement cet enthousiasme. Hein? Alors, pas te mentir, j'ai passé de bonnes heures. Hein. J'étais content de voir les deux épisodes. Mais j'ai quelques petits bémols. Parce que moi, la série, on me l'a vendue sur la saison 97-98. Je trouve qu'il y a énormément de flashbacks. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est juste qu'on ne me l'a pas vendue comme ça. Donc, je suis un peu surpris qu'on aille beaucoup en arrière dans l'histoire de Chicago. Maintenant, ça permet aussi de recontextualiser parce que Netflix a voulu aussi faire une série, pas uniquement pour les spécialistes basket. Donc, les gens qui sont un peu néophytes, ça leur permet d'apprendre et d'apprendre ce qui s'est passé avec Jordan avant ça. Puis, ça me manque un petit peu d'images de basket, même si on les a toutes vues. Il y a beaucoup de parlotte, alors c'est très sympa, hein. On en parlera tout à l'heure, mais le truc à Vegas de Rodman, c'est bien. Mais parfois, j'aurais peut-être voulu voir un petit peu plus de basket. Bon, je ne suis pas en train de tailler la série, j'ai kiffé, mais je voulais juste dire que j'avais noté quelques petits bémols, tout simplement. Mais tu n'es pas le seul à avoir dit ça, parce que j'ai parlé avec pas mal d'autres gens là, depuis une semaine, et certains se plaignaient aussi de dire « ouais, on ne voit pas assez de basket ». Mais je crois qu'ils ont vraiment axé sur le fait des coulisses et du ressenti et du vécu. Et moi, c'est là où je rejoins Nico et Thomas, parce que je me suis régalé. Moi, j'adore. C'est comme quand on a eu Tony, qu'on parle des meilleurs meneurs. C'est comme quand Nico nous parle des confrontations qu'il a, le vécu de joueurs, les souvenirs. Moi, et les insides, c'est ça qui me fait le plus kiffer. Ouais. C'est le documentaire. De toute façon, les images, on les a toutes vues. Ça fait 20, 25 ans, 30 ans qu'on les a toutes vues, les images basket. Maintenant, c'est le documentaire, c'est ça. C'est savoir ce qui s'est passé dans les choses qu'on n'a jamais vues, qu'on ne sait pas, les trucs… À un moment donné, je ne sais plus, il parle d'un truc où les journalistes le savaient, ils ne pouvaient pas le dire pendant plus de 20 ans et maintenant ça sort. C'est ça qu'on voulait savoir, c'est ça qu'on voulait voir dans ce documentaire-là. Donc, limite, il y a un tiers de basket, je m'en fous parce que ce n'est pas ça qu'on veut voir. Les derniers shoots de 98, on l'a vu. La finale de conférence contre Indiana, on l'a vu. Tout ça, on connaît, on sait ce que fait Jordan, on sait ce que fait Rodman, on sait ce que fait Pippen sur le terrain. On s'en fout de ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est l'histoire Pippen, comment Rodman a été géré. C'est ça qu'on veut. Alors justement, Autre petit truc, Erwan. Autre petit truc, Erwan, c'est que épisode 4, on a fini épisode 4, on n'a toujours pas entendu ni vu Tony Kukoc. Le mec, il a l'impression qu'il n'existe pas, en fait. Ni Luc Longley, ouais, t'as raison. Et ni Ron Harper, par exemple. Alors, Ron Harper fait un passage très remarqué quand même. Non, mais attends, Kukoc, il n'existe pas. On l'a juste vu mettre un dunk pour la finale 97 pour la gagne. Voilà, c'est tout. Et Ron Harper, on le voit une fois se faire engueuler dans les 2 premiers épisodes. Et là, il parle, mais il parle pas en tant que pour les des Bulls. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Après, tu vois, tu dis, il n'y a pas assez de basket. Moi, le mix de Michael Jordan sur A New Kid in Town, mon gars, j'avais des frissons, j'étais comme un fou. Le mix de, je ne sais pas combien de temps il dure, peut-être 1 minute, je dirais. Le mix, il est exceptionnel. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que tu attends, toi ou les autres. Le mix que tu parles, c'est quand Doug Collins il parle et puis ça part sur le mix, là? Ouais. Alors ça, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Et tu vois, je ne sais pas ce que tu attends en termes de basket, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais quand il y a la mini-phase sur le triangle, avec les triangles qui bougent de la vue au-dessus, mais mon gars, ça, c'est du basket. Ça, c'est du vrai basket. Donc, je ne sais pas ce que tu attends réellement en termes de basket. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. donc on va attaquer un petit peu donc, ces épisodes-là. Et on s'était quitté avec l'histoire de Pippen. On apprendra, on le savait déjà, que donc, je crois que c'est le milieu de l'épisode, début de l'épisode 4, que Scottie Pippen finalement revient sur sa décision de vouloir partir. Il était prêt à faire un deal avec les Bulls. Le problème, c'est que les Bulls, eux, n'étaient pas prêts à faire un deal. Et au bout d'un moment, ils perdaient de l'argent avec des amendes. Ils ne voulaient pas, et c'est ce qu'il nous dit, ils ne voulaient pas donner de l'argent à la franchise. Donc, il est revenu jouer. C'est ce qu'on a. Ils font ça assez brièvement pour être fin à l'histoire. Ça, c'est naze. Ça, par contre, là, je vais un peu dans le sens des gens qui n'ont pas kiffé. Moi, je n'ai pas kiffé qu'on en parle autant dans l'épisode 2. Et qu'on le balaye comme que ça. La fin, le dénouement de cette affaire, ce soit juste, en fait, moi, je suis chaud pour re-signer avec les Bulls. Et puis, voilà, tu vois, il y a quand même autre chose. J'ai vu Blitz sur Twitter qui disait que, en fait, l'idée, ce serait qu'il a accepté donc, un gros contrat des Bulls et puis un sign and trade dans l'endroit où il voulait à la fin de la saison. Donc, il va à Houston ensuite. C'est à peu près ce qui s'est passé. Mais moi, ça, j'ai envie que ça dure 5 minutes de plus. Parce que c'est quand même l'intrigue principale des 2 premiers épisodes. Ouais. Moi, j'ai envie de voir Phil Jackson nous expliquer comment il a essayé de raisonner Pippen. J'ai envie de voir Jordan, parce que Jordan, il reste sur une phrase choc sur les 2 premiers épisodes en disant que Pippen, il est égoïste. J'ai envie de voir comment il a géré ça, comment si Jordan a discuté avec Pippen pour lui dire, vas-y, viens, mec, on fait un truc de ouf. Parce que dans l'épisode 3 et 4, le proprio des Bulls, Reinsdorf, il disparaît de la circulation. On n'entend plus parler du tout. Aussi, ouais. Ça va peut-être revenir après. Après, c'est peut-être les trucs qui vont revenir dans les épisodes 6, 7 ou je ne sais plus quoi. Non, 7, 8. Donc, on verra ça plus tard. Je ne pense pas ça m'étonnerait aussi parce que c'est vrai qu'ils ont fait ça en 2 minutes. À un moment donné, après le truc Rodman, tu as juste Pippen sachant qui raconte ses trucs. Et hop, c'est réglé. C'est un peu bizarre ça. Mais bon. Donc, l'épisode 3 et même une bonne partie du 4 est complètement consacré à ce personnage incroyable que certains ont pu découvrir, que nous, on a pu redécouvrir avec certainement des histoires qu'on ne connaissait pas aussi. C'est Dennis Rodman, qui est un personnage qu'on découvre fantasque, sensible à souhait. J'ai aussi senti, quand je vois les images, d'un mec profondément gentil. Alors, sur le terrain, c'était quand même un tueur, un défenseur qui mettait des coups, qui était avant tout aussi un défenseur de haut niveau, d'élite, sur l'homme, mais dans les rotations que Jordan explique, qui comprenait tout très vite. Mais j'ai aussi senti un mec sensible et d'une gentillesse profonde. Ça se voit. Moi, j'avais vu aussi un reportage chez ESPN où il n'a quand même pas eu une vie hyper facile. Il le dit au début. C'est vrai qu'au début, avant qu'il se mette au basket, voilà, il connaît quand même quelques galères dans sa vie familiale avec sa mère où il vit 2 ans dans la rue. Donc, limite, on le met au basket par défaut. Il a dit, tu fais quoi? J'ai rien à faire. Vas-y, viens jouer avec nous. C'est comme ça que ça commence son histoire. Donc, tu sens que c'est un mec qui a vraiment pas eu de chance au début, qui a galéré pour être là où il est, parce qu'il n'a pas un jeu non plus très orthodoxe. Hein. Il n'a pas les fondamentaux, il n'a pas commencé à 10 ans et a appris les bases. Donc, il a appris sur le tard. Et après, il y a eu l'histoire après à Détroit où il le retrouve dans sa voiture avec un flingue à 4 heures du matin. Donc, il a beau faire tout ce qu'il a fait, au fond de lui, il a quand même un énorme mal-être. C'est ce qui a donné le personnage derrière aussi. Pourquoi il a voulu se cacher derrière tant de choses. C'est vrai que ça va assez vite, quelque part, parce que j'imagine que tu peux faire 10 épisodes sur sa vie
hein. Mhm. Mais encore une fois, ils sont allés chercher des archives, moi, que j'avais jamais vues. Donc, dans sa fac de Southeastern Oklahoma State University, tu vois, des images de Rodman qui met des paniers, des fadeaway et tout. Tu dis, ouais, putain, Là, il était propre à un moment donné. il fait des trucs de ouf, ouais. Il met 27 points par match. Hein. Oui, mais 27 points par match, 14 rebonds, tu fais. 15, c'est quand même assez bon. Attends, Steph, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sûr que ce soit une grande fac de basket quand même. Oui, mais c'est pas la. 27, C'est propre quand même. Ah ouais, 27 points, il faut les mettre, peu importe les niveaux. c'est clair. Et puis surtout pour se retrouver en NBA derrière. Mais c'est vrai que son cheminement pour arriver au Dennis Rodman qu'on connaît, celui de Double Team avec Jean-Claude Van Damme, donc avec des cheveux fous, bah, il est quand même incroyable parce que on commence quand même avec un joueur qui ne lâche rien sur le terrain, mais qui est normal. Tu vois, quand il est à Détroit, il a l'air d'être normal. Avant d'être un marginal, il l'appelle marginal, et de devenir Dennis Rodman qu'on connaît ensuite. Mais tu vois, moi, je suis allé me réintéresser à ses stats et à son palmarès à Détroit. On sait qu'il a gagné les 2 titres. Il est 2 fois meilleur défenseur de l'année. Il est aussi All-Star Game 2 fois avec des stats quand même. C'est quand même un mec qui, normalement, c'est toujours l'inverse. Hein. Là, il fait en 89-90, il est à 8,8 points et donc avec un petit 9,7 rebonds. Donc ça va encore, jusque-là ça va. Et la deuxième fois où il le sort en 92, il est donc à 9,8 points pour 18,7 rebonds. Donc normalement, c'est 18,7 points pour 9,8 rebonds. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un joueur complètement hors norme et c'est bien qu'il l'ait mis énormément en avant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sa voix, quand il est à Détroit, elle est normale. Ah, Il bon, quand parle- tu te mets, à un moment donné, Elle est quand tu normale. mets- à un moment donné, quand tu te mets 3 paquets de Malbec, Gita de maïs, bon, Pas que. Hein. ça change. Hein. Les cordes vocales, elles prennent un coup à un moment donné. Bon. Pas que. Hein. Pas que, Plus, gros. plus le Sky et le cognac pendant 20 ans. Kamikaze. Kamikaze. Ah, celle-là, elle Tu régale. peux pas que du bien à ton corps. Hein. Tu vas voir la voix d'Erwan dans 10 ans, oh, ce sera la même, Non. ce sera la même que Jacques Monclar. Il ne fume pas, on arrête. Oui, déjà. Une fois de plus, on voit bien que Rodman, il y a 3 périodes dans son carrière. Après, il y a la fin où il fait Dallas, Lakers, mais ça, c'est à part. Il tombe déjà, et c'est des rencontres de coach. Et à Détroit, il tombe avec un coach, Chuck Daly, qui le comprend tout de suite parfaitement et qui sait s'en servir. Et il comprend qu'il faut le traiter différemment. On verra que Phil Jackson aussi arrive à le traiter différemment. Et il y a juste son passage à San Antonio, finalement, où ça se passe pas aussi bien que ce qu'on pouvait espérer. Et donc, on voit que l'importance finalement de ce mec-là de le comprendre. Parce que finalement, on a l'impression que c'est un incompris. Et c'est pour ça que chaque fois où ça a le mieux marché pour lui, c'est quand des coachs ont su le prendre et ont su le comprendre. Mais même le truc de San Antonio pour Ajar San Antonio, c'est que ça se passe mal. San Antonio est la meilleure équipe de la ligue. Quand même. C'est un playoff où il y a Ils souci. se sont capés, mais ils étaient numéro 1 de saison régulière. C'est quand Robinson est MVP. Donc, c'était comme un mec, partout où il passait, l'équipe marchait, quoi. L'équipe marchait. Donc, après, il y a eu Chuck Daly, c'est sûr, le truc de Détroit. Juste pour revenir à Détroit, la séquence où il explique comment il travaillait ses rebonds. Ouais. Incroyable, incroyable. Il t'a fait une séquence de 6-7 joueurs. Alors, lui, son ballon, il tourne là. Donc, du coup, ça tombe là-bas. Lui, il tire comme ça. C'est un savant. C'est littéralement un savant c'est du rebond, limite du basket. Parce que lui, il allait plus loin encore. Il allait plus loin encore. Nous, souvent, les coachs ils nous disent quand il y a un tir à 0 degré, souvent il y a 50-60% de chance, ça touche le premier cercle, ça part de l'autre côté à 0 degré. Mais lui, il a étudié tous les angles de tir. Par joueur, gros. Oui, par joueur. On l'expliquait, il mettait 4-5 mètres autour, vas-y, tire en même temps. Et moi, je dis, mais qui fait un exercice comme ça aujourd'hui? Mais c'est un truc de gardien de but, ça, en fait. Grave. Tu sais, dans notre sport, personne fait. Les gars, vous tirez. C'est un truc de, tu sais, fin d'entraînement, tu tires des coups francs et avec des plots jaunes. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. C'est les gars, vous vous mettez là et puis moi, je regarde où est le rebond. Alors, prendre un rebond, on va pas se mentir. Tu sais, c'est naze. Enfin, c'est pas naze, mais à l'entraînement, ça n'a aucun sens d'aller t'entraîner solo à prendre des rebonds. Tu sais, tu peux t'entraîner au tir ou à deux, à la rigueur, c'est bien quand tu te mets 2 énormes abonnés. Il y avait un exercice comme ça, il y avait un mec qui tire à 3 points, tu avais 2 mecs dans la raquette et il n'y avait pas de sortie en fait. Il fallait attraper le ballon et remarquer. Et tous les coups étaient permis. Gros. Là, tu t'envoyais dans les exercices de bonbon aussi, tu mettais les 3 intérieurs, tu vois, dans la raquette, et c'est le premier qui marquait 2 paniers, il n'y avait pas de remise en jeu, pas de faute. Ouais. Ça, c'était très lourd, très dangereux, mais très lourd. Très dangereux. Mais Rodman, il y a un truc qu'il dit qui est archi intéressant, c'est qu'il dit au bout de 2 saisons chez les Pistons, il a compris quelle était sa spécialité et là où il pouvait exceller. C'est la défense et le rebond. Et on le voit tout de suite. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que à Détroit, il défend sur Magic Johnson. On le voit
lui mettre des pressions. Il défend sur Michael Jordan, donc il se prend tous les meilleurs joueurs de poste 1 à 2, parce qu'à l'époque, les 4 étaient très grands. Et ensuite, quand il passe sur la fin de Détroit et surtout San Antonio et surtout les Bulls, il peut défendre sur 2, 3, 4, toujours 5, mais surtout à l'intérieur, quoi. C'est le seul joueur de l'histoire qui a vraiment défendu sur les 5 postes pour moi. Clairement. Ah, Il a fait Magic, Karl Malone, il a quand même défendu sur Magic, Jordan, Pippen, Karl Malone, Shaq. Sean Kemp. Ça veut dire que c'est le la line-up qui se fait. C'est le seul joueur de l'histoire qui est capable de s'opposer à un poste 5 et à un poste 1, ce qui est complètement fou. Il y a une séquence, c'est une séquence où il défend sur Magic, non? Ouais. Il fait bégayer Magic de ouf, gros. Après, cette phase-là, tu vois, tu me dis qu'il n'y a pas de basket. Mais ça, tu vois, c'est des images de basket de haut niveau, c'est-à-dire que c'est pas des dunks, c'est pas des trucs flashy, mais tu le vois, il y a Magic qui est là au post-up, boum, il prend la balle, enfin, il l'envoie en touche, tu sais. Ça fait kiffer, ça. Et on parle de spécialistes, tu dis, il a compris quel était son rôle en NBA. Et c'est vrai qu'en NBA, il y a beaucoup de spécialistes. On pense à Bruce Bowen, qui était en Europe, là, à Besançon au Havre, qui était un formidable scoreur, qui était une machine à scorer. Et il a compris que pour arriver en NBA, des scoreurs, il y en avait des mecs qui étaient bien meilleurs que lui. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour exister dans la ligue? Et il s'est mué en spécialiste défensif. Et Dennis Rodman, il a eu cette intelligence-là de savoir ce qu'il ne sait pas faire. Et surtout de se contenter de faire des choses là où il était bon. Et il y a un paquet de mecs comme ça, même aujourd'hui, qu'on joue en NBA, qui sont mués en spécialistes. C'est comme ça aussi que tu te fais ta place. Pour revenir à la saison 97-98, qui est quand même la promesse, Steph, de ce documentaire. Donc, on sait que Scottie Pippen est blessé et qu'il n'a pas voulu se faire opérer cet été et que le début de saison des Bulls est compliqué et que Rodman ne répond pas pour l'instant encore aux attentes sur les premiers matchs. Et qu'à un moment donné, il se fait expulser. Il vient s'excuser à sa manière dans la chambre de Jordan en lui demandant un extra cigar. Et du coup, Mike Jordan comprend que c'est des excuses et que ça y est, ils sont compris et que derrière, Rodman s'active et que là, la saison des Bulls commence. Donc, l'importance quand même de ce mec-là dans la mise en place des Bulls de cette saison-là. Et il faut regarder les nombres. Je ne pense pas qu'il doit marquer plus du point par match en plus quand il démarre. Ils sont à 8-7. Ils sont à 8-7 et après, ils passent à 25-11 quand ils tournent le truc. Mais j'en suis sûr que dans cette période-là, ils ne marquent pas du point par match. Et pourtant, Jordan le dit, ça a été ma deuxième option, ça a été le leader avec moi. Et ça montre l'importance de ce mec-là quand même dans cette équipe-là, dans le succès des Bulls, dans le succès en général dans sa carrière. C'est que quand on voit vraiment l'action où il fait sa Miami, où il saute, il part sur le banc, il sauve, il doit en faire 3-4 par match. Mais ça, il galvanisait tout le monde. Et Jordan, après, était tranquille pour mettre ses 35 points et faire son truc. Et c'est aussi c'est la saison où Jordan avait compris qu'il fallait impliquer ses partenaires. On voit un peu l'évolution de Jordan dans l'épisode 3 ou 4. Toujours, les coachs ils disent qu'il faut qu'il arrête de penser à lui, qu'il s'ouvre aux autres. On voit d'ailleurs sur comment ça se passe avec Phil Jackson au début. Il n'est pas content, il ne comprend pas ce que veut faire Phil Jackson. Et avec Dennis Rodman, Jordan, il est très bon parce qu'il sait qu'il a besoin que Dennis se sente investi, concerné dans le truc et qui sont importants, qui se sentent importants dans le truc. Et ça, Jordan le fait bien aussi, de dire à Rodman, mec, toi, t'es mon gars sûr, on va aller loin. Parce que c'est un garçon qui marche à l'affectif. On les connaît, ces personnes-là, on connaît les caractères. Tu les connais, bien. C'est les mecs qui marchent à l'affectif, qui doivent se sentir importants. Aimés. Et soutenus. Encore pire que tout. C'est des gens, tous les écorchés vifs, c'est des gens qui ont besoin de se sentir aimés. Et lui là-dessus, il fonctionne à ça. Et c'est pour ça qu'après, quand Pippen revient, il se sent un peu moins aimé. Je regardais justement les stats à peu près. En gros, c'est dans un moment où les Bulls n'arrêtent pas de gagner. J'ai 18 matchs du 29 novembre au 6 janvier. Donc, il y a 18 matchs et beaucoup de victoires. Notre ami Rodman, il est à 5,7 points avec moins de 5 tirs tentés. Par contre, il est à 18,4 rebonds par match. 18, mais tu sais que… Il a… Attends, je regarde en même temps. Mais tu sais, 18 rebonds. Il a 36 ans en 97-98. Il a 18 rebonds. Moi, je trouve ça… Arrêtez-moi si je me trompe. En général, quand on gagne la bataille du rebond dans un match, on a de grandes chances de gagner le match. Si tu défends en plus et que tu as Jordan… C'est un facteur, oui. On a de chance. Ouais, mais tu sais, il y a un truc que j'ai trouvé incroyable dans ce que disait Rodman. C'est… Moi, je le remets à ma sauce, mais c'est moi, je pourrais jouer gratuitement. Par contre, on est payé autant que ça pour tout le reste.
quand il dit tout le reste. Et cette séquence, d'ailleurs, elle est ouf quand il y a un enchaînement de séquences où il est dans le vestiaire, il ne veut pas répondre aux journalistes, il est concentré dans son match. On vient lui répondre, on vient lui poser plein de questions avec plein de micros. Il n'a qu'une envie, c'est d'être loin de tout ça et d'aller boire des coups avec sa meuf. Tu vois, ce moment-là, il est tellement vrai. Je voulais que tu nous en parles, Nico. Est-ce que toi aussi, tu as cette sensation que pourquoi les joueurs NBA sont autant payés, c'est à cause de la pression des fans, des médias, plus que le simple fait de jouer au basket? Non, tu as un peu tout. Tu as quand même aussi l'argent que la Ligue génère quand même. Voilà. La Ligue génère beaucoup d'argent, donc elle est quand même redistribuée aux jeunes d'une certaine façon. Moi, je m'en plains pas. Mais voilà, quoi. C'est c'est un tout, la NBA. C'est un peu comme tout le sport pro en général. C'est vrai que la NBA est quand même assez particulière parce que on est quand même assez surveillé. Tu vois, quand je regarde les matchs de foot et quand je vois les matchs après le match, les gens ils défoncent des arbitres 10 fois par week-end et tu fais ça en NBA, tu prends 25 000 $ d'amende. Donc, on est quand même payé en fonction aussi parce qu'on doit être vraiment très exemplaire parce qu'on n'a pas le droit à un seul faux pas. Dennis Rodman, il y en avait quelques-uns, mais c'est ce qui faisait la beauté de ce mec-là, en fait. Ce qu'il a fait encore aujourd'hui, c'est qu'ils étaient payés cher, surtout à cette époque-là, parce que ça commençait à monter un peu. C'est là où ça commençait à monter surtout. Parce qu'avant 96-97, c'était pas la même salaire-là. Je pense qu'ils faisaient référence surtout par rapport à ça, c'est qu'ils étaient commencés à payer parce qu'ils avaient une certaine aura qui commençait à être reconnue dans le monde entier, hors terrain. Et alors, on arrive donc à ce moment dans la série qui est assez incroyable. C'est le moment où donc Pippen revient et Rodman dit « J'ai besoin de vacances ». Et Jordan lui dit « Si il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, c'est moi ». Ouais, dans un milieu pro comme la NBA, avec les Bulls qui jouent le titre et qui sont double champions, comment le mec dit « J'ai besoin de vacances », normalement, tout le monde se dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Va faire un tour de terrain et puis ça va aller mieux, mouille-toi la nuque ». Et on voit la gestion de Phil Jackson qui est archi intéressante. On voit la gestion de Phil Jackson qui trouve un compromis, qui lui dit vas-y, 48 heures. Et en plus, il sait qu'il va à Vegas. Et aujourd'hui, on imagine que ça serait impossible parce qu'on a toujours eu ces discours un petit peu de coach en disant on est tous sous la même ligne, on a tous les mêmes. Et là, on voit que finalement, on ne gère pas tout le monde de la même manière. Tu ne peux pas. Surtout lui, il était tellement particulier. Il y a des joueurs que tu ne peux pas. Lui, en plus, comme ça ne durait pas plus d'1 an, ça faisait 10 ans qu'on savait qui il était. Donc, faire ça aujourd'hui, impossible. Steph, si toi, il y a un coéquipier à qui on file 2 jours pour la Vegas, je pense que… Ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend qui c'est, ça dépend ce qu'il apporte dans l'équipe, ça dépend ce que tu penses qu'il va t'amener. Moi, je sais que… je ne me classe pas comme le Dennis Rodman français, mais je sais que j'ai eu des attitudes et parfois des caractères. J'avais un caractère un petit peu particulier. Je sais qu'il y a des coachs qui ont réussi à faire comprendre aux coéquipiers que j'étais comme ça et qu'il fallait avaler quelques couleuvres et accepter quelques attitudes un petit peu différentes parce que je n'étais pas comme les autres. Et si à la fin, c'est pour le bien de l'équipe, mais aussi, là où c'est important, c'est que Phil Jackson, il a été capable de le faire accepter aux autres. Parce que si tu es dans une équipe où il y a 1 ou 2 mecs qui disent quoi, avec ce qu'il fait lui à Vegas, là, il commence à dire mais n'importe quoi, d'où il va à Vegas et qu'il fout la merde comme ça, il y a tout qui explose. Et je pense que Phil Jackson, il accepte ça parce qu'il a sûrement briefé en amont les mecs et qu'il sait que les 9 ou 10 autres Tintins dans l'équipe, ils vont être capables de comprendre que Dennis Rodman est particulier, mais qu'au bout du compte, c'est lui qui va nous faire gagner le titre. C'est là où tout rentre en ligne de compte, c'est que Rodman, il n'y en a qu'un seul. Sans Rodman, l'équilibre de l'équipe, il tombe à plat. Il tombe à l'eau. Il le dit. Il le dit clairement. Parce que lui-même. Jordan lui dit mais il ne faut pas le laisser partir, il ne va jamais revenir. Il va jamais revenir. D'ailleurs, il part et il ne revient pas, le mec. Ouais. Il ne revient pas, gros. Et la scène où il tape à la chambre d'hôtel, Michael Jordan, il va taper à la porte, Carmen Electra qui se cache sous les draps et tout. Là, incroyable. Après, pour l'histoire, je crois que Dennis Rodman habitait à 10 ou 15 minutes à pied de la salle d'entraînement des Bulls. C'est pour ça que Jordan y va. Mais il y a quand même une scène incroyable, c'est que le mec part de la salle avec une énorme Harley Davidson sans casque et qui bombarde son parking. Mais au steak, le casque n'est pas obligatoire. Oui, avec des bières. Oui, avec une binouse. Le truc. Tu sais qu'aux États-Unis, le casque, il n'est pas obligatoire sur les motos. Je pense que son collègue à côté, il en avait un. C'est pour ça que je trouvais ça surprenant. Oui, mais après, il est fortement conseillé. Il n'est pas obligatoire selon les États.
Non, mais attends, j'avoue que cette scène, elle est hallucinante, gros. Sans casque, escorte policière. C'est énorme. Génial. Mais c'est fou qu'ils soient allés chercher Carmen Electra pour raconter ce moment où même elle, ils ont quand même été mariés quelques mois. Et même elle a dit, oui, ça comporte quelques risques de sortir avec Dennis. On le voit danser avec des meufs et tout. J'ai quand même l'impression qu'elle raconte des soirées à notre échelle. Quand moi je parle, et il dit ça comporte quelques risques de sortir avec Erwan à Beautrette dans Paris. Écoute, je prends cette comparaison comme un témoignage. Mais là, on en rit de tout ça. On en rit de tout ça. Mais quand il revient à l'entraînement et que Phil Jackson fait faire cette espèce d'exercice abominable, La indienne. il faut dépasser le mec et que Jordan, il dit au mec, hey, vas-y, on y va en trottinant parce que nous, on n'a pas à payer physique, des efforts, des exercices de merde comme ça pour le remettre en forme. Dennis Rodman, même après 4 jours de fête à Vegas, mais il revient et c'est là qu'on voit que c'est un athlète incroyable. Par contre, il arrive quand même en pyjama et en pantoufles. Quand il doit faire le tour de terrain, ben, il est en pleine bourre, quoi. Ouais. C'est ça, c'est que derrière, à l'entraînement et surtout en match, le mec, il assure. Il arrive en pantoufles, le mec. Limite, Michael Jordan, il lui tient la main comme un enfant, il lui dit, allez, tu vas te mettre là-bas. Il arrive, il est tellement pas réveillé, gros. Enfin, tu sais. Il est en pantoufles, gros. En charentaise, mec. Non, mais j'avoue, cette séquence, elle est incroyable. Elle a fait 8 points, 25 rebonds, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Oh putain de merde. Comment on peut expliquer qu'il soit. Alors après, tu vois, tu sens que c'est un nerveux, donc il est très sec et tout, mais comment tu peux arriver en te mettant 4 jours à Vegas et arriver à l'entraînement, d'un entraînement de NBA et être comme ça? Bon, alors certes, on imagine qu'il y a quand même un travail de fond, mais bon, quand même, quoi. Ça reste. C'est là qu'on voit aussi cette espèce d'intensité qu'il était capable d'avoir. C'est-à-dire qu'après 4 jours de night, le mec, il est quand même là, quoi. Et gros, c'est un athlète. Tu as vu son corps, frère. Je crois qu'il doit avoir 1% de masse graisseuse. Tu vois torse nu, il est découpé de ouf. Tu as des mecs comme ça qui ont des prédispositions physiques. C'est un don de la nature. J'ai joué avec des ricains qui se mettaient des sacoches, gros, et ils arrivaient sur le terrain le matin à l'entraînement. Ils s'entraînaient normalement, chose que moi, je n'aurais pas pu faire. Mais tu as des mecs comme ça qui ont des prédispositions. Après, tu le payes plus tard, forcément. Mais tu as des mecs qui sont capables qui ont des qualités physiques et athlétiques hors du commun et capables d'assumer ce genre de choses. Parce que les 4 jours qu'il fait à Vegas, on voit quelques images. Moi, je ne peux pas m'entraîner pendant 15 jours. Hein. Mais c'est vrai que tu as raison. Après, ce qui est dingue, c'est qu'il a 36 ans. Tu vois, il n'a pas 26 ans, fleur de l'âge. Il a 36 piges. Il va faire 4 jours à Vegas. Il déboule. Et c'est encore un mec qui est en avance. Dans le livre, Kamikaze. Kamikaze, je vais la ressortir, je te le dis. Mais dans le livre Dream Team. C'est abusé. Ce n'est pas des petites saisons qu'il a joué 12 ans. Ce n'est pas des petites saisons. Parce qu'il était au moins fait une conférence les 3/4 des temps. Il a fait 5 ou 6 finales. Tu es censé être fatigué à 36 ans. Non, surtout la façon. Non, le mec qui passe mettre 4 jours de murge et revient et défonce tout le monde dans un truc physique en mi-saison. Ou alors, la seule explication, et je la connais, il a tourné à la vodka Red Bull, gros, ou la vodka Monster pendant 4 jours. Je peux te dire que ça te donne Il n'a pas fait que de la vodka, hein, gros. Vu leur soirée là, gros. Mais, tu sais, ça me fait penser à. Tu parlais des mecs comme ça, génétiquement aidés par la nature. Avec Thomas, on a toujours cette anecdote. Nous, on jouait avec un mec qui s'appelait Yanis. Et les veilles, vers 3 heures avant les matchs, il arrivait au rendez-vous des quarts. On était en N3. Il mangeait des kebabs, mon frère. Kebab mayo, truc. Il buvait du coca dans le car. Enfin, n'importe quoi. Et gros, il était comme ça, costaud, mais sec, pas de la. Et une intensité incroyable. Et ça me fait penser. D'ailleurs, il avait le même style que Rodman un petit peu. Hein. Et, oui. Moi, je mange un kebab 2 heures avant un match, mais à l'échauffement, je fais un AVC. C'est Joël Embiid. C'est pas Joël Embiid qui tape des burgers sur la table du kiné au bord du terrain. Si. Ou Usain Bolt. Usain Bolt mange des nuggets, avant les courses. Et puis, j'imagine qu'il n'en mange pas une boîte de 9, quoi. On peut revenir aussi au fait que c'est quand même curieux de voir Rodman arriver aux Bulls. On sait que c'était un joueur important des Bad Boys, qui sont l'ennemi juré des Bulls. Il a fait partie de ces mecs-là qui ont marbré Jordan, qui leur ont mis des coups, qu'ils ont chambré, qui sont partis du terrain quand ils sont sweepés sans serrer la main. On en reviendra tout à l'heure. Il incarne cette équipe des Bad Boys que les Bulls haïssent. Et pourtant, il y a l'assistant GM qui, je vais retrouver son nom, qui dit on devrait faire le coup Rodman
c'est Jimmy Stack, le GM assistant. Le frère de Jerry. Ouais. Jerry Krause, c'est pas du tout pour, et pourtant, ils organisent un meeting. On sait qu'avec les Spurs, même si les résultats sont plutôt bons, on sait que les Spurs géraient des mecs comme ça. On l'a vu d'ailleurs dans l'histoire, que tous les bad boys, ça a été toujours très compliqué. Stephen Jackson, ça a mal fini. Rodman, ça s'est mal fini aussi. C'est pas la genèse des Spurs de gérer les mauvais garçons. Et donc, il arrive, il y a cet entretien avec les Bulls et Phil Jackson, où il nous raconte qu'il arrive, ils voient un mec assis dans un canapé avec des piercings de partout. Mais il ne se lève même pas, gros. Il se lève même même pas pour dire bonjour. Aux Bulls, il lui dit, ouais, pourquoi pas. C'est incroyable. Ça, c'est encore une anecdote. Moi, je trouve pas. La scène, elle est. Pas. Même à l'époque, tu vois, en 95, le mec, pendant 5-6 ans, il démonte physiquement la plus grande star de la NBA, qui est ton joueur. Derrière, il part à San Antonio, où il part clairement en live. Où, tu vois, c'est le mec qui sort, il se teint les cheveux, il commence à se faire éjecter de partout. Il sort avec Madonna. La séquence de Madonna, waouh. Et là, tu te dis, tu veux signer avec les deux mecs les plus populaires, on va dire, et les plus… parce qu'ils ils sont en costard cravate, propres sur… tu les associes avec eux. Mais bien sûr, sur le moment, moi, je suis GM. Non. Sur le moment, bien sûr, tu ne veux pas le faire. C'est normal. Après, maintenant, heureusement qu'ils l'ont fait. Mais après, bon, le GM ne veut pas. Il rencontre, il se fait pas pour dire bonjour, il le signe quand même. Et la presse, on voit la presse de l'époque qui dit, mais est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est peut-être le move le plus idiot de l'histoire? Donc, voilà les questions qu'on se pose à ce moment-là, quoi. Ouais. Et c'est là où Jerry Krause, franchement, on l'a déjà dit la dernière fois, mais c'est vraiment un GM de génie. Alors, oui, ça ne vient pas de lui, mais au bout du compte, c'est lui qui accepte, c'est lui qui organise le meeting et c'est lui qui le signe. Et derrière, Rodman, il joue 3 ans, 3 titres aux Bulls, hein. Ni plus ni moins, il n'y a rien d'autre. Donc, ce gars-là, il faut vraiment le mettre en avant. Quand on fait les débriefs, il faut vraiment le mettre en avant parce que toutes les pièces, c'est lui. Bien sûr. Après, je pense que Jerry Krause, même Phil Jackson, même Scottie et Michael Jordan, ils n'ont pas vu que le mec fou. Oui. Ils ont aussi vu ce qu'il avait fait à Détroit. Ils ont aussi vu la qualité du joueur. Ils ont aussi vu les manquements qu'il y avait dans leur équipe à ce moment-là. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'il y a un paquet de mecs qui s'arrêtent uniquement sur le personnage. Mais eux, ils sont allés plus loin. Ils sont concentrés un peu plus sur le sportif plutôt que sur le caractère du mec. Et c'est là où ils ont été bons de dire, écoute, oui, on va accepter. Mais le problème, c'est que sur le terrain, on a vu ce qu'il a fait à Détroit. On a vu que nous, on a quelques soucis dans la raquette. On sait ce qu'il va nous apporter. Et puis, ça va matcher, quoi qu'il arrive. Il y a un truc que j'adore, et je le dis souvent dans les émissions, c'est que des bons joueurs, des grands joueurs de basket en NBA, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore plein. Mais par contre, ce qui fait que ton équipe va gagner le titre, je ne te parle pas gagner des matchs, c'est que pour gagner un titre, eh ben, il faut s'entourer de gens qui savent comment gagner. Et Rodman, il avait ça en lui. C'est qu'il savait ce qu'il devait apporter sur le terrain pour gagner. Il est entouré de Pippen et Jordan, qui eux aussi avaient déjà gagné auparavant. Eh ben voilà, tu avais des mecs finalement personne ne s'inventait des vies, personne n'était axé sur sa propre performance. Leur seul but, à tous les trois, malgré leur caractère différent, c'était de gagner. Mais de gagner le titre, pas juste se dire, bon, demi-finale de conf, finale de conf, pourquoi pas. C'est des mecs, ils voulaient. Et ça malgré toute la folie de Rodman, tu sens que dès qu'il parle de basket, eh ben, pour le coup, il n'y a rien de farfelu. Il n'y a rien de farfelu. Il a tout dans la tête. Il sait que pour gagner, je vais faire ça, ça et ça. Et ça, c'est quand même une qualité que tu peux être un très bon basketteur et jamais savoir comment gagner un titre. C'est un truc, c'est Patrick Ewing qui m'avait dit ça quand il était coach avec nous à Charlotte. C'est que dans les années 90, c'était très rare. C'était pas comme maintenant où tout le monde va manger ensemble. C'était très rare qu'en fait que tout le monde s'entende dans les équipes. C'était très, très rare. Mais par contre, quand ça commençait, ils étaient tous en mode. Chacun avait un objectif. Par contre, c'est qu'ils se rentraient dans la gueule. Regarde Jordan, dès que ça ne gagnait pas, il rentrait dans la gueule des autres. Les années 90, apparemment, c'était ça tout le temps. C'est plus comme ça maintenant. Mais les Bulls, c'est ça. C'est que Rodman et Jordan, ils étaient différents. Pippen, je ne pense pas qu'ils traînaient beaucoup avec Rodman. Mais par contre, quand on lançait le ballon au milieu, ils n'avaient qu'une chose ça avait le même point commun. C'était viens, on va gagner, on va au bout. Et c'était peut-être les 3 plus gros vainqueurs de la NBA à ce moment-là. Et Nico, tu as raison de dire que tu ne penses pas que les trois se parlaient. Non, ils ne se parlaient quasiment pas. C'est Dennis Rodman sur le plateau de… J'avais une séquence tout à l'heure de Rodman sur le plateau de Nulle part ailleurs où il disait le triangle, nous on était un peu le triangle en fait. On ne se parlait pas, on ne se parlait quasiment pas. Chacun faisait sa vie.
Mais quand on était ensemble sur le terrain, on se battait les uns pour les autres, mais en dehors, on n'avait pas du tout la même approche des choses, quoi. Donc, comme quoi, ça peut matcher. On dit souvent, il faut que le groupe il vive bien. Ah, mon vieil, gros. Et j'ai connu plein de groupes. Hein. J'ai connu plein de groupes qui vivaient bien, mais à la fin, ils ne gagnaient rien. Gros. Donc, oui, ça peut aider, mais pour moi, c'est pas capital. Et tu as raison, le dernier truc, c'est que Jordan et Rodman, ils le disent dans leurs interviews respectives. Ils disent, mais si Michael vient me parler, c'est que j'ai fait un truc de grave ou il a un truc important à me dire. Oui. Sous-entendu, les mecs ne se parlent, c'est vraiment genre jamais, quoi. Déjà, pour comprendre qu'il s'excuse en venant demander un cigare, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de dialogue. Un extra cigare. Un extra cigare. Mais ouais, non, mais donc oui, Rodman, donc c'était, il arrive à se mettre dans ce moule-là, et donc du coup, ils vont gagner, ils vont gagner avec lui. Et pareil, lui dans l'attaque du triangle, finalement, et c'est là qu'on voit l'intelligence du mec. On va revenir un petit peu après sur la construction des divers coachs qui vont amener les Bulls au sommet. C'est que on a l'impression de voir un mec complètement fou, et finalement dans la gestion de l'attaque du triangle, il est tellement, souvenez-vous, moi, quand on regarde des matchs, il est tellement fort. Il y a ce truc de gagner. Je reviens à ça parce que pendant les matchs, pendant cette période sur NBA TV, on voit plein de matchs à l'ancienne. On voit des équipes comme les Supersonics de l'époque, les Kings de Weber, tout ça. C'était les Iverson de Sixers d'Iverson, pardon. C'était des super équipes qui n'ont jamais gagné parce que dès qu'il y avait des fins de match un peu serrées, sur des séries pour gagner des matchs, eh ben, il manquait quelque chose. Et des mecs comme Rodman, c'est des mecs qui font gagner les séries. Et puis, il maîtrisait le basket. Il y a une séquence à un moment sur un temps mort, il joue contre les Knicks. Mec, il a un discours, tu te dis, lui, il connaît le basket. Il parle de lui. Tu sais qu'il veut switcher, il va garder Allen Houston, il va l'emmener. Tu te dis, lui, c'est quand même un cerveau. Absolument. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter sur Dennis Rodman, à part que ses conquêtes, son vécu incroyable, son passage aux Pistons, son passage avec les Bulls? Voilà, on a l'impression que c'était un coup de poker, et encore une fois, parfaitement senti de la part du staff des Bulls, quoi. Ouais, et puis… Oui, vas-y, Nico, vas-y. Vas-y. Bah, le truc, c'est que moi, ce que j'aime, c'est les parallèles avec les joueurs de son type, entre guillemets, qu'on a croisés dans l'histoire et qui, au contact des boss, ont réussi à être très forts et dans des équipes qui gagnent. Parce que Rodman, c'est évidemment l'exemple le plus criant, parce que Rodman, tu le mets dans n'importe quelle autre équipe, il a joué quand même avec David Robinson, ça ne marche pas. Alors, je parle du Rodman cheveux peroxydés, sinon ça ne compte pas. S'il n'est pas avec Jordan et Pippen et Phil Jackson, je pense qu'il pourrait continuer à faire des stats, mais il n'aurait pas eu l'impact et la fin de carrière qu'il a eu grâce aux Bulls. Et ça a fait évidemment penser à Ron Artest. Tu sais, parfois, je me dis, Ron Artest, l'année juste avant d'aller aux Lakers, donc avec Kobe, il est face aux Lakers avec Houston et il rentre dans l'art de Kobe. Tu sais, ils sont dans un duel, ils s'en jouent dur, ils défendent l'un sur l'autre et finalement, lui accepte d'aller jouer avec Kobe, qui est l'un de ses rivales, et il va se mettre à son service. Moi, ça me fait énormément penser à ce type de relation-là, où si tu n'as pas un méga leader et méga charismatique, super joueur, eh ben, ce type de joueur-là n'arrive pas à rentrer dans les moules. À San Antonio, ça ne marche pas. Il tourne à 7 points, 17 rebonds en 32 minutes. Non, mais bien sûr, c'est des bons résultats. Pour aller au bout. Pour gagner des titres. Après, ouais, ce qui termine sa première saison régulière, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas, ça pas. Après, San Antonio, un match sur deux, il finit dans le vestiaire aussi. Ouais, il y a des gros problèmes il y a des gros problèmes de comportement. Il est que 50 fois starter. Hein. Il commence du banc, un tiers des matchs. Ouais, il est souvent remplaçant sur la dernière année. Hein. Bah après. Aujourd'hui, dans l'NBA actuelle, quel profil se rapproche le plus de Dennis Rodman selon vous? Moi, j'en ai un qui me vient en tête comme ça. Ah ouais? Tu vas pas lui dire, tu vas pas nous vendre ton Draymond Green. Gros. Si, il va dire Draymond Green. Défensivement parlant, pas en attaque. Enfin, on parle d'un mec qui prend 18 rebonds. Je parle de défensivement parlant. J'ai l'impression que… J'ai dit qu'il se rapproche le plus. Je n'ai pas dit que c'était le même. Alors, trouve-moi un mec qui se rapproche. Hein? C'est le même, c'est vraiment… Oui, ah bon, merci. L'autre, il me fait passer pour merde, hein, Steve Brun. C'est-à-dire c'est l'équivalent, c'est pas du tout Dennis Rodman. Ce qui rapproche le plus, c'est lui. Bon, ils ne sont pas d'accord, nos amis en rouge. Non, je réfléchis. Mais oui, tu as raison. Le parallèle avec Ron Artest était bien aussi. Hein. Je remplis toutes les cases. L'ennemi qui devient un coéquipier pour gagner. Et puis, c'est des joueurs… J'ai rematé le match 7 contre les Celtics là, qui est passé cette semaine. Ron Artest, il est incroyable.
Ouais, non, mais bien sûr. Mais oui, non, c'est vrai que c'est difficile de ne pas mettre Draymond Green parce qu'il est capable de enfin, tous les autres trucs dans le basket, à part marquer des paniers, c'est là où il est plus fort. Et ça ressemble effectivement à Dennis Rodman. Il y a un peu de ça, même si c'est une évolution avec le dribble et tout ça, tu vois. Mais c'est difficile de trouver un mec quand même qui tourne à 5 points par match, allez, à moins de 10 points et qui est à plus de 10, Oui, 12 oui. rebonds. Tu vois, C'est pas sûr qu'on en revoit d'ailleurs des profils ah comme ouais, ça. c'est clair, c'est clair. Steph, je te lance pas là-dessus sur la comparaison Non, ça va aller, que tu m'as merci. sauté à la gorge. Euh, revenons sur les Bulls. Je vous laisse le choix. Est-ce qu'on va d'abord sur la rivalité avec les Detroit Pistons ou on va sur la construction par les coachs? Ouais, tu fais les coachs. Après, Alors, on va par les coachs. On va sur les coachs et moi, j'ai appris un truc. C'est que je ne savais pas que Doug Collins avait une relation si particulière avec Jordan. Autant. Je savais que voilà, il était venu là il avait remplacé Albeck pour amener quelque chose de nouveau, ce qu'il a fait, mais je ne savais pas qu'entre les deux, ça s'était aussi bien passé. Qu'est-ce qui se passe encore, les deux? Parce que Albeck, Thomas, il s'est dit, Steph, il a une connerie sur Albeck, Oui. un jeu de mots moisi, alors que Là, non, je n'ai rien. Il adore le vin, Ouais. sud-américain. Balbec. Ouais, parfait. Jessica Albeck. Ouais, Ouais, il est cata celui-là. Tu viens de perdre ton titre de mec le plus marrant de 2020. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on passe sur cette première transition avec Doug Collins qui arrive et qui fait en fait de Jordan sa pièce angulaire, si ce n'est sa pièce quasi unique de son jeu d'attaque, de son système d'attaque. Il en fait une superstar. De toute façon, c'est ce qu'il dit. Hein. Il a dit que quand Jordan est avec moi, il devient MVP, il devient meilleur défenseur, il gagne le slam dunk contest. Il fait tout palmarès. Il en fait littéralement une superstar. C'est lui qui le met en mode superstar. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que Jordan kiffe tellement Doug Collins aussi? C'est que C'est Doug Collins qui coach les Wizards, non? Quand il finit. Pour ça. Et quand tu as un coach qui arrive et qui te dit je te donne tous les ballons, gros, tu peux shooter tout le monde une fois, c'est tous les systèmes c'est autour de toi, c'est toi le finisseur. Gros, je vois pas un joueur qui dit je l'aime pas ce coach. À 23 à 24 ans, tu sens que tu en as plein les mains, tu es en train de lancer un truc marketing qui n'a jamais été fait auparavant, et tu as un coach qui dit vas-y mon gars, fais ce que tu veux, bien sûr qu'il va le kiffer. Il a kiffé, mais je pense qu'il faut dire merci à Doug Collins parce que moi je kiffe les jusqu'au boutistes fous du scoring et de la super médiatisation. T'aimes bien Mike D'Antoni. T'aimes bien Mike D'Antoni alors. Mike D'Antoni, c'est un peu différent parce que c'est un peu différent. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ce mauvais débat là. Mais je dis, il faut dire merci à Doug Collins parce que, admettons qu'il ait eu un coach genre Popovich, Phil Jackson qui fait passer l'équipe avant les stats ou avant un seul joueur. On n'aurait jamais gagné avant. On n'aurait jamais vu le Michael Jordan. Voilà, alors, tu vois, il aurait peut-être gagné avant, mais on n'aurait pas vu. Moi, j'aime les excès du scoring. Je trouve ça lourd. La NBA te permet d'avoir des mecs complètement malades, et donc des James Harden, des Kobe, des Iverson, des T-Mac et des Michael Jordan fin des années 80, où le mec te dit je vais mettre tous les systèmes possibles pour que tu aies la balle en main sur les fins d'action. Non, mais tu sais, mec, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, je pense qu'on doit, quelque part, on doit remercier Doug Collins et Michael Jordan doit remercier Doug Collins parce qu'au-delà de la superstar, s'il n'y a pas ce côté jusqu'au boutiste, eh ben, il n'y a pas ensuite le côté mature et la maturité qui viendra ensuite avec Phil Jackson. Nicolas dit, il devient MVP, donc il devient la superstar. Et puis, c'est là aussi où il commence à mettre ses gros tirs. Il commence à écrire sa légende de tueur avec The Shot face à Cleveland. Et j'ai été surpris que dans ce premier tour face à Cleveland, en fait, pour les observateurs de l'époque, les Bulls n'étaient pas favoris. C'est normal, ils sont pas favoris. Non, Cleveland, ils ont une énorme équipe. Mais les Cavs sont deuxième de la conférence. Les Cavs début 90, ils sont très sous-cotés. Hein. Ils sont deuxième de la conférence Est contre le septième. Enfin, il n'y a pas besoin de… Tu vois, ils font une énorme saison, les Cavs, cette saison-là. En plus, il dit qu'il y a 6 matchs de division face à Cleveland. Ils perdent 6 fois. Encore heureux qu'ils soient favoris, les autres. Et donc, on revient à ce premier tir de légende de la part de Jordan. Et là, il y a cette espèce de choix de Lenny Wilkens, qui est quand même pas la dernière pipe, qui met Greg Hello à la place de mettre Ron Harper. Et on sent le somme incroyable de Ron Harper et l'incompréhension même de Jordan qui dit « Mais je ne sais pas pourquoi il fait ça, parce que Ron Harper, il défendait mieux sur moi. » Et on voit que Jordan, quand il prend la balle après s'être démarqué, sur le premier pas, en fait, il a gagné. Oh, ouais. Il y a une suspension en plus. Comme ça. Après, moi, j'ai une petite pensée pour Craig Ehlo. Parce que Craig Ehlo, ce panier-là, toute sa vie, on en a entendu parler. Peut-être que là… Dépression sérieuse derrière. Dépression sérieuse. Peut-être que là, avec le temps, il se dit le documentaire ressort.
Et là, en plus de revoir ce tir-là, tous les gens qui avaient oublié, les gamins de 18 ans, ou peut-être qu'on croisait Craig Hilo, mais ils n'ont jamais vu qu'il a pris un tir sur la truffe pour la gagne par Jordan. Et il voit son coéquipier, Ron Harper, le détruire, mon gars. Le dire que Craig Hilo, gros, il ne peut pas défendre. Là, il est reparti pour 15 ans de dépression. Il est injoignable depuis hier. Hein. Vaut mieux que cette histoire ressorte plutôt que l'histoire de Makelele avec la fille de Coco Suedo. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Pauvre dame, 30 ans après, elle a rien demandé. Pauvre dame, putain. Elle a rien demandé, elle vit tranquille dans la banlieue de Nantes. Ça ressort, ça, pauvre dame. Internet n'a pas de cœur. Surtout si elle n'en a jamais parlé à son mari actuel. Il doit dormir dans le canapé depuis une semaine. Bref, allez, on enferme ça. Et donc, il y a ce tir. Donc, et Jordan construit sa légende autour de ça. Mais derrière, il ne sait pas cette année-là qu'il va en finale. Il se casse les dents encore et toujours. Enfin, il commence à se casser les dents face au Detroit Pistons avec cette manière ultra rugueuse des Pistons. Honnêtement, même revoir les images aujourd'hui, c'est du cassage de gueule en règle. Ce n'est même pas de la dureté, c'est du cassage de gueule. Mais c'est là, justement, quand j'ai dit au début, ils se mettent à parler, c'est que quand tu demandais aux Pistons, c'était la Jordan Rule, c'était quoi? Ils disaient, ah, je ne sais pas. Bon, il n'y en avait pas. Là, ils le disent clairement. Un pied dans la raquette, casse-lui la gueule. Là, ils ne se cachent plus pour le dire. Après, ça vient aussi, parce qu'ils perdent le premier match. Ouais. Les Pistons perdent le premier match et ils se disent, c'est pas bon, gros. Là, l'autre, il va nous détruire toute la soirée, il faut qu'on trouve quelque chose. Et donc, ils lui ont pété la bouche. J'aime l'idée aussi que, tu vois, il y a Thomas le dit, Célie aussi le dit, ils disent, nous, on est là pour gâcher la fête et on adore ça. Ça, j'adore cet état d'esprit de base de dire, OK, vous avez les Lakers qui font kiffer, vous avez les Celtics qui font kiffer, et vous avez Jordan qui est le meilleur joueur de la planète. Nous, on est là pour péter l'ambiance. Et votre gars, on va le démonter avec… Tu vois, là, ils expliquent bien. C'est la boule de quatrième, c'est la boule de quatrième sans alcool. Et eux, c'est les mecs de troisième qui arrivent avec de la tease et qui niquent l'ambiance. Mais là où John Sally il a raison, c'est que c'est vrai qu'on a toujours eu cette perception que la NBA mettait en valeur, enfin, créait des histoires comme ça en disant Magic après Larry, ils mettaient en valeur leur star. Et il a raison là-dessus. Et les Pistons, ils ont un peu tout niqué. Enfin, ils ont pas tout niqué. Ils ont retardé seulement l'émergence et la belle histoire de la NBA. Nico, tu te sens ça aujourd'hui? Que la NBA, pas avantage, mais met en avant des mecs? C'est David Stern qui a commencé ça. C'est normal, David Stern, il arrive, la NBA au niveau marketing, c'était un peu chelou. Il a mis grave en avant Bird Magic. Il a vu le don du ciel, Jordan qui arrivait, du coup, on l'a vu, on voyait leur relation même. De toute façon, leur relation, là, Jordan et Stern, n'allait pas, voilà, ils ne se cachaient pas. Donc, il a fait ça. Mais aujourd'hui, bien sûr, regarde, LeBron, Curry, Giannis, bien sûr que c'est en avant. Tout le monde est en train de chercher la nouvelle tête d'affiche de la NBA. La première grosse tête d'affiche marketing, c'est Jordan. Donc, il fallait faire attention. Le truc, c'est qu'il n'est peut-être pas le même traitement que… Tu fais ça aujourd'hui à LeBron James. Tu vas en prison. Mais oui. Ce qu'il fait là, mais il n'y avait aucun Pistons qui jouait pendant 3 ans. Je regardais les épisodes avec Letty qui n'avait pas trop vu. Elle a vu les trucs des Pistons, les fautes. J'entendais, elle disait c'est abusé. Quand même. Même temps, gros. Rodman, il le dit, à l'époque, tu pouvais mettre des coups, mettre des droites. On voit Doherty à un moment donné parce que c'est des bâtards. Il est tenu par derrière, fâché par Vinnie Johnson. Et Lambert, il vient, il lui met caramel. Et derrière, ça joue. Tu sais, oh les gars, arrêtez. Mais gros. C'est sûr que, tu vois, tous nos potes du rugby qui disent ouais, le basket, c'est pas physique, il faut leur montrer ce type d'image complètement stupide où quand même le but, c'est que le mec ne saute pas. Tu vois, genre, alors, on a tous une nostalgie des années 90. Et d'ailleurs, Rodman, j'ai vu une interview de Rodman où il a mis Make basketball tough again, tu vois. Et c'est vrai qu'on est tombé un petit peu dans un excès, justement, où on ne pouvait plus trop jouer dur, mais il fallait quand même. Quand on voit ces images-là, il fallait quand même recentrer un petit peu et remettre le basket au milieu des choses parce que des fois, ça ne ressemblait plus à rien. Quoi. Mais le plan était bon. Ils avaient interdiction de laisser partir Jordan sur la baseline parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui peuvent venir le sécher quand il y a un mec qui est par la ligne de fond. Ils voulaient absolument le faire driver par le milieu parce qu'au milieu, c'est leur général où il y a plus de concentration de défenseurs pour le toucher. Ils voulaient le sécher avant qu'il soit en l'air. Ils ont dit en l'air, après, c'est terminé. Donc, le plan, alors, c'était scandaleux à l'époque, non, parce que c'était autorisé.
Mais le plan était bon. Tactiquement, ils avaient quand même scouté certaines choses par rapport à Jordan pour le sécher comme il faut. Ah oui, après, attends, ils avaient Chuck Daly qui était quand même Ah oui. un grand coach de la Dream Team. Ils avaient Thomas, Joe Dumas. Ils avaient une équipe de basketteurs. On va rien leur enlever. Entre leur première confrontation face aux Pistons et la dernière où ils les battent 4-0, le changement finalement, c'est le changement de coach. C'est-à-dire que Doug Collins en interne est un petit peu en bisbille avec Tex Winter, qui est l'inventeur du triangle, qui veut vendre son triangle à Doug Collins. Et Doug Collins, lui, ne veut pas. Il veut que Jordan ait la balle tout le temps. Et du coup, là-dessus, il y a changement. Petit jeu de mots peut-être sur Tex Winter, Steph. Non. C'était sur qui veut vendre son triangle. J'allais dire, Thomas, il l'a racheté. Oh là là. Très bien. Parfait. Et donc, il y a ce changement. Mais il vire quand même un mec qui va en finale NBA quand même. Oh, non. Finale de conf, oui. Ouais, mais là encore, c'est dur de leur reprocher quand on connaît la suite. C'est-à-dire que Phil Jackson, et on voit aussi l'histoire de Phil Jackson. Donc, on savait qu'il a été joueur avec les Knicks. On voit ce grand tas les épaules, avec un cintre à la place. Mais moi, les images quand il est à Porto Rico en tant que coach, les ambiances à Porto Rico, qu'est-ce que ça il y a quand même le président du club qui a mis une bastos dans le mollet. Il s'appelle Isabella. Par contre, ils l'ont bien sanctionné. Il n'avait plus le droit de venir au match. Oui, il avait plus le droit. Par contre, Phil Jackson, joueur, à un moment, il fait une style incroyable. Il part en contre-attaque. Je m'attends à un mec. Il met un lay-up de vieille, affreux, main gauche. Et là, on comprend aussi que quelque part, il se rapproche dans le style de ce que faisait Rodman. C'était pas un gros scoreur, mais c'était un joueur qui défendait, qui faisait ce qu'il fallait pour l'équipe. Donc, on a la construction. On voit des images de Phil Jackson quand il est joueur aussi. Incroyable encore. On n'a jamais vu ça, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. Petit hook shot. Et donc, il fait partie de ces Knicks, donc 2 fois champion en 70 et 73. Et il commence sa carrière de coach, poussé par le coach des Knicks de l'époque, Holzman, qui lui dit mais toi, tu devrais coacher. Donc, il commence comme ça. Il va coacher après en CBA où il est champion. Et il arrive dans le staff mais par la petite porte, dans le staff des Bulls, où il rencontre Tex Winter, qui lui parle de son triangle. Les deux sont convaincus. Doug Collins ne l'est pas. Et finalement, Jerry Krause, qui est un proche aussi de Tex Winter, il prend le choix de mettre Phil Jackson coaching et du coup de mettre le triangle en place. Mais avant ça, Jerry Krause veut le faire venir. Le coach d'avant ne veut pas. Oui, c'est vrai. Il fait un premier. Il arrive habillé comme un clampin, apparemment. Oui, il est venu faire des travaux, il n'est pas venu faire. Et c'est 2 ans après qu'il leur fait il retente le truc. Là, il est engagé. Donc, il se fait recaler une première fois quand même. C'est vrai, j'avais zappé. Il se fait recaler et il y a les images où il est sur le tableau et il montre le triangle. Tu vois, c'est des archives aussi incroyables. Et il y a ce que dit Doug Collins, il dit dès ma 2e année, il était prêt à coacher Phil Jackson. Ouais. Et on voit cette séquence où il est devant la télé, il explique aux joueurs, fais ci, fais ça. Et tu sens déjà l'âme de leader. Alors évidemment, avec son vécu sportif et ce qu'il a vécu à Porto Rico, mais tu sens déjà qu'il est déjà dans le management. Il est déjà en train de dire, voilà, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Et en fait, c'est un choix, je pense qu'à l'époque, ça devait être complètement fou. Tu vois, si tu es fan des Bulls, Doug Collins se fait virer, tu mets Phil Jackson. Mais pas Phil Collins. Pas Phil Collins. qui est juste… et qui met en place le triangle et qui recentre l'équipe plutôt que Michael Jordan à tout va. Et ça, c'est vrai que dans la transformation de Jordan, le match de John Paxson, il est incroyable. Où il enchaîne en finale 91, ouais. Alors ça, c'est un peu plus tard, mais c'est voilà, c'est tout ça pour ça, quoi. Mais Jordan kiffe pas au début. Hein. Non, il a pas un peu là, avec Cartwright, la phase avec Cartwright. Ah ouais, incroyable. L'option, mais en fait, la volonté de Phil Jackson, c'est de dire que toute la lumière est toujours sur le ballon et c'est d'être un peu moins prévisible. C'est-à-dire que tu as beau être Michael Jordan, être un énorme scoreur. Et d'ailleurs, moi, cette phase-là me fait tellement penser à James Harden aujourd'hui. C'est que si tu veux gagner, pas gagner des matchs, pas aller en playoff, faire une demi-finale, finale les meilleures années. Si tu veux gagner un titre NBA, au bout d'un moment, il va falloir qu'on soit moins prévisible en attaque. Et le triangle va amener ça. Et c'est avec ce triangle qu'il va gagner 6 titres NBA. Et il a du mal à le comprendre, mais il fait confiance et il accepte. Mais tu as besoin de plusieurs. Paxson met des tirs en 91 pour gagner. Paxson met un tir contre les Suns pour gagner. Kerr va mettre des tirs pour gagner. Et voilà. Et Jordan va devenir Jordan aussi grâce à ça. Bah, de toute façon, le triangle, oui, parce que Steph, tu voulais dire un truc, tu as été coupé, donc vas-y, peut-être. Non, je dis, tu as besoin de plusieurs options parce que c'est tellement facile, c'est tellement prévisible, parce que tu joues contre des équipes en face qui te scoutent.
Alors, Jordan est bien sûr un joueur hors norme et peut gagner un match à lui tout seul, mais pour être champion, tu as besoin d'avoir d'autres options. Les Pistons, ils ont gagné comme ça. Ils ont stoppé, entre guillemets. Si tu regardes les chiffres, il est quand même énorme. Mais ils ont fait en sorte que Jordan soit moins influent. Et Phil Jackson, il avait tout compris. Mais en faisant ça, Phil Jackson, il minimise pas le niveau de Michael Jordan. Il lui dit, tu resteras le meilleur joueur de la ligue. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas. Mais tu auras peut-être des bagues parce que les mecs autour de toi vont t'aider et que l'équipe adverse ne pourra plus uniquement se centraliser sur toi. Et puis surtout, le triangle, Nico, c'est l'avènement aussi. Scottie Pippen devient Scottie Pippen avec le triangle. C'est là qu'il décolle. De toute façon, il devient All-Star directement. La première saison, la même année. Il devient All-Star en 90. Donc, et c'est là qu'il se met à décoller. C'est là que Jordan se dit, OK, maintenant, j'ai mon deuxième gars qui est All-Star. Donc maintenant, c'est parti. Mais ça a bénéficié pleinement à Pippen, mais Jordan a continué d'être le meilleur joueur quoi qu'il arrive. Et quand il a compris ça, comme l'a dit Steph et Thomas, c'est que là, voilà, ils ont décollé, il fait 6 bagues et il est qui il est. Oui, et dans le décollage annoncé, il y a quand même l'intersaison 89. Aujourd'hui, ça me paraît fou quand même, mais ils se font encore une fois battre par les Pistons et ils se disent, par le biais de Jordan, le lendemain, on va à l'entraînement et on va à la salle. Alors ça, Jordan, on connaît sur sa première moitié, son premier tiers de carrière, il est filiforme, très aérien, il fait des trucs. Mais c'est vrai qu'il est, mine de rien, quand on le voit sur le premier tripit, il n'est pas très costaud. Il dit, en général, il ne va pas trop à la muscu, Jordan. Et là, il en a marre de se faire démonter et il décide d'aller se renforcer. On parle de 7 kilos de muscle en un été, ce qui est complètement ouf. Je me souviens de Kobe aussi, il avait fait un truc comme ça. Il avait pris 5-7 kilos en 2001 ou en 2002 où il était revenu, mais beaucoup plus gaillard. Moi, ça m'a étonné de me dire qu'il est le meilleur joueur du monde. C'est une superstar, mais le gars ne va pas à la muscu. Tu vois, c'est fou aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait partie de ta routine de sportif pro d'aller à la muscu avant l'entraînement le matin. Ça dépendait des joueurs. Lui, ce n'était pas son truc, parce qu'à l'époque, il y en a qui poussaient quand même très fort. Oui. Après, il y a muscu. Après, il y a muscu. Il y a tu vas en muscu pour continuer à garder pour ton athlétisation, pour avoir des quadris, et il y a muscu pour gonfler. Là, Jordan, il était rentré dans une phase muscu pour prendre du muscle, pour gonfler, parce qu'il voulait aussi punir les gens. Il a eu raison d'ailleurs. Ouais, après, je pense qu'à Steph Curry, qui est pas musculeux, il va à la muscu quand même. En fait, il a des bras. Aujourd'hui, il a des bras. Mais je te parle, c'est pas un bodybuilder. Il paraît que Steph Curry, de lever coucher, il est incroyable. Mais il a des bras. Moi, j'ai vu l'évolution. Il a des brandillons. Reggie Miller, il devait aller en muscu, mais il faisait des exercices pour permettre de rester en forme. Sauf que là, on parle de Jordan. J'entends, là, tu me sors tous les mecs les plus maigres de l'histoire. Oui, j'entends. Moi, je te dis que ça m'a étonné. Il a fallu qu'il perde encore une fois pour aller à la muscu, tu vois, dans le développement de soi-même. Je voulais t'expliquer qu'avant ça, il devait y aller en muscu. Mais d'accord. Il ne faisait pas le programme qu'il a fait ensuite pour prendre 7 kilos. Moi, je pensais qu'il faisait que des pompes le matin. Mais évidemment qu'il faisait la muscu. Mais sauf que là, il est dans un autre truc. Et c'est vrai que du coup, on a le trainer des Bulls. Cette évolution, mais du coup, qui va rejaillir sur toute l'équipe. Parce qu'ils vont tous à la salle. Ils vont tous faire de la muscu. Comme des fois, on voit Pippen qui lui aussi a pris du gab quand tu le vois sur la fin de sa carrière. Il est quand même bien plus costaud qu'il n'est aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il a bien reperdu, il est tout svelte. Mais moi, j'aime cette idée on en a marre de se faire taper. Le meilleur moyen de progresser, c'est d'aller à la muscu. Tu vois, plus que travailler sur le shoot et tout ça. C'est le truc qu'on peut faire mal. Non, c'est clair qu'ils ont quand même tous gonflé et que du coup, ils avaient moins peur psychologiquement. C'est ce qu'ils disent après, derrière. C'est quand 91, du coup, quand ils jouent 91, c'est qu'ils ne répondent plus. Horace Grant, pareil, c'était le troisième. C'est Horace Grant, du coup, qui est le troisième, qui aussi, lui, s'est grave élevé avec l'attaque en triangle, qui a totalement changé qui est devenu All-Star aussi avec ça. Je crois qu'il est All-Star en 91, je ne sais pas de conneries. Et BJ Armstrong, pareil. En fait, tout le monde éclore, parce que même BJ Armstrong est All-Star derrière, tu as Horace Grant, enfin. Et tu vois qu'en fait, ils n'ont plus peur. Tu as la fameuse action où Rodman fait la grosse faute sur Pippen. Vas-y, on s'en fout de votre truc, ça ne marche plus. Incroyable séquence. Ouais. Par contre, j'ai l'impression qu'Horace Grant, il a leur muscu après sa carrière. Il m'a l'air. Il est bien gaillard. Je l'ai croisé à Beansport. C'est un Stromon. Il a un coffre. C'est une commode François 1er, le truc. Il est en ronce de noyer, Horace Grant. C'est vrai que cette séquence-là de Pippen,
tu vois, Steph, je suis désolé de revenir là-dessus, mais tu me dis, il n'y a pas assez d'images de basket. Putain, c'est ça. Moi, je suis venu sur Netflix pour ça, pour voir des trucs que j'avais jamais vus. Il tombe par terre, il y a gros plan. Parce que la faute de Rodman, elle est honteuse. Hein. Il le pousse et tout, archi dangereux. Il y a les gens derrière. Tu vas prendre un genou d'une dame là, en courtside. Il met du temps à se relever, mais tu sens sur leur visage, non seulement à ce moment-là, mais aussi quand ils gagnent, tu sais, il n'y a pas eu de célébration. Bon, après, dans l'avion, il y en a eu, mais sur le moment, on est venu pour vous désosser, on vous a désossé. Par contre, il a quand même le seum, ce que tu dis. Il a un seum qu'il Oui, garde attends, mais intérieurement en disant gros, OK, gros, je tu vais vas péter lui un reprocher câble. d'avoir un seum alors qu'on le pousse. Toi, le premier, tu aurais jeté une chaise, gros. Comme au catch, comme au catch. Mais je suis pas en train de dire du mal de Scottie Pippen. Mais là où il est bon, c'est qu'il arrive à intérioriser son seum parce qu'il y a un paquet de mecs qui se relèvent et qui va mettre 2 pralines à Rodman et tu sais pas après ce qui se passe. Peut-être que le match il change. Il a le seum, mais j'ai l'impression que quand il est allongé par terre, il essaie. Je me fais un scénario. Je me dis peut-être qu'il se remémore tout ce que Jordan lui a dit, tout ce qui s'est passé les années précédentes avec les Pistons, se dire OK, j'ai envie de le dégommer, mais je vais garder ça en moi. On va les corriger 4-0 et après je partirai. Et ça c'est fort. Ça, à ce moment-là d'un match, c'est très compliqué à faire. Quand je vois comment ces Bulls-là sont construits face à ces Pistons très, très durs, l'équipe après contre qui ça va être très, très dur, c'est les Knicks. Et en fait, les Knicks, ils ne vont jamais réussir, eux, pour le coup, à prendre le meilleur sur les Bulls parce qu'ils auront cette dureté, les Bulls, même qui ne sera pas toujours visible comme c'était visible avec les Pistons ou visible avec les Knicks sur des coups, des trucs. Mais par contre, c'était des mecs durs qui sortaient. On a vu John Starks plus tard, après, on verra John Starks sortir de ses gonds, s'énerver et tout. Les Bulls, finalement, eux, ils étaient durs, mais jamais il y avait un mot de travers. Donc, finalement, ils arrivent enfin à battre les Pistons. Et là, il y a cette scène incroyable qu'on a déjà vue, mais qui est quand même incroyable parce que derrière, on a les réactions 30 ans plus tard. C'est que l'Imbir qui leur dit les gars, Trassos, il se barre, il ne serre pas la main. Franchement, les bad boys jusqu'au bout, tu vois. Par contre, on n'aurait pas dit un truc de cours d'école, Bill Laimbeer qui vient dire viens gros, viens on se barre. Parce que Thomas, il a le sourire, ça et tout, il part, jusqu'au bout, ils disent on va leur niquer leur délire. Ça, c'est encore une séquence priceless parce que la remise dans le contexte, d'en parler vis-à-vis de Boston et surtout quand Jordan, le journaliste lui dit regardez, c'est une vidéo de Asia Thomas qui en parle. Génial. Et avant même de regarder, il dit oui, avec le temps, tu connais, nanana. Gros, cette séquence, elle est ouf. Ça ne changera rien au fait que c'est un asshole. Ouais. Il le déteste encore. Et c'est là que tu comprends. Depuis ce matin, Asia Thomas, il fait tous les tours des télés. Hein. Oui. Non, il fait toutes les émissions depuis ce matin sur ESPN. Là, il fait tous les trucs. Et c'est là que tu comprends pourquoi Isaiah Thomas n'était pas à la Dream Team 92. Ah bah oui. Et il dit quoi, Nico, Isaiah Thomas Il dit ouais, enfin voilà, à l'époque, on lui bottait le cul. Il était en live ce matin de 9h à midi. Il dit ouais, mais voilà, nous les bad boys ici, que Boston a fait ça, et puis de toute façon, pendant 3 ans, on lui a botté le cul. Et puis machin, à la fin, c'était son temps, enfin, mais bon, on ne pouvait pas lui serrer la main parce que. Tu sais aussi qu'il se fait insulter aussi depuis hier, Isaiah Thomas, mais l'autre, le petit des Celtics. Il a mis un tweet. Ouais, les gens ne comprennent pas, ils croient que c'est lui. Ils pensent que c'est lui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a un journaliste qui dit ouais, mais ça ne se fait pas ce qu'ont fait les Pistons parce que quand ils ont battu les Celtics, McHale est allé au milieu leur serrer la main. Et en fait, tu revois l'image et Isaiah Thomas il fait non, il ne nous a pas serré la main. Moi, je suis allé le chercher pour le chambrer, lui serrer la main, mais ils avaient bien le seum, mais ils ne nous ont pas serré la main. Par contre, Jordan, l'année d'avant, quand il perd dans 7 matchs, que Scottie Pippen fait une Thiago Silva, là, Jordan, il va leur serrer la main et leur dit bravo, vous êtes les meilleurs. Et c'est là que Jordan, il dit non, mais en fait, c'est des bâtards jusqu'au bout. C'est-à-dire que même quand on les a battus, alors que ça fait 3 ans qu'on galère, ils ne nous ont pas respectés. Jordan, il se fait passer pour le chevalier blanc quand même là-dessus. Ouais. Alors, normal, parce qu'au vu des images, ça va dans son sens. Mais genre, moi, je dis toujours bravo à ceux qui gagnent, alors qu'eux, ils veulent pas. Mais c'est ce qu'il fait, en tout cas. Oui, il a le seum. Il a le seum. Quand il parle de match-up, il a le seum incroyable, ça se voit. Il va serrer la main au mec. Ouais, c'est vrai. Tu m'as tué sur Scottie Pippen. Gros, Jordan, il avait peut-être mal à la tête, mais bon, ça peut arriver. Il a un seum. Ouais, il a la haine. Après, si c'était les migraines ophtalmiques, j'avais un qui avait ça. Quand tu as une migraine ophtalmique, t'es vraiment pas bien, tu vois rien. Non, mais c'est vrai. Mais surtout qu'il n'a jamais. Après, ça tombe sur un game. Ça tombe sur un game 7. Est-ce qu'il n'y a pas un lien toujours? C'est toujours pareil. Est-ce que c'est le hasard quand tu tombes malade le jour d'un grand rendez-vous? Est-ce que psychologiquement, justement, l'appréhension, la pression te fait pas te rendre malade? Je ne sais pas. Après, tu verras par la suite. Attends, bouge pas, on a Michel Simès qui va arriver, qui va nous expliquer.
C'est le docteur Jimmy Mohamed, le docteur de Cyril Hanouna. Non, mais après, tu verras par la suite que c'est un hasard. Steph, on t'entend pas bien. Remets bien ton truc. Remets bien ton micro. Débranche, rebranche, je pense, parce que là, on ne t'entend plus. Donc, ils finissent par battre ces Pistons. Tu vois, cette scène, elle est incroyable. Et de toute façon, ça prouve bien que. Moi, il y a un truc que j'adore sur les fins de série. C'est quand les mecs vont se serrer la main et qu'ils se disent. Je regarde tout le temps ça. Magic. Je regarde tout le temps les réactions des mecs à la fin des séries, comment ils vont se parler, ce qu'ils disent. Great job, man. I appreciate it. I love you. I love you. Great battle. Way to fight. J'adore vraiment ça. Et là, ça prouve bien que les Celtics et les Bulls, quelque part, moi, je trouve que c'est cool que ça se finisse comme ça. Parce qu'ils pourront jamais être. Voilà. Il n'y aura jamais une belle fin. Les Pistons et les Bulls. Il ne pourra jamais avoir une belle fin entre ces mecs-là. Et 35 ans après, Jordan, il a toujours le seum incroyable contre Isaiah Thomas. Mais il l'aura toujours. L'histoire. Et après, il y a la finale 91, donc. Et là, les Bulls, ils ratent leur premier match. Et derrière, c'est récital, petit ajustement tactique sur Pippen, sur Magic. Merci, bonsoir, messieurs. Il rate. Et là où Jordan est bon, c'est que je pense qu'il arrive à partir. Il dit mais les mecs, on n'a pas vu le premier match. On est mauvais. Ça bug. Attends, Steph. Comment, man? Ton micro. Micro, mais je ne l'ai pas changé, gros, depuis le début. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, ça bug, je peux rien. Il y a de la neige dans les oreilles. Ça marche, là? Ouais. Je disais, Jordan, là où il est bon, après le match 1, c'est qu'il doit rentrer dans le vestiaire et il dit, mais les mecs, on a perdu. Ils perdent de quoi? De 5 points? De 6 points? Match 1? Ouais. De 2 points. Ils perdent de 2 points. points. Un tir de Perkins. Ah oui, exact, à 3 points. Ils disent, les mecs, on perd de 2 points alors qu'on fait un match dégueulasse. Ça veut dire qu'on va les taper, gros. On va les taper parce qu'un match dégueulasse, on n'en fera pas pendant toute la série. Ça, c'est pas toujours vrai, ça. Hein, ce type de. Oui. Mec, très souvent, quand tu fais un match dégueu et que tu perds de 2, c'est plutôt un signe positif, j'ai envie de te dire. Ça dépend de la suite de l'histoire, quand même. Parce que parfois, tu n'arrives jamais à t'en remettre. Tu sais, es sûr d'être meilleur. T'es peut-être meilleur. Avec l'Inter, on fait un match dégueulasse. Le premier match contre Strasbourg, on fait un match dégueulasse, gros. Et on perd de pas beaucoup, on perd de 35. Donc, et donc, on se disait, on n'est pas loin. Ouais, mais après, tu t'es couché tôt le lendemain le soir de la défaite, Steph. Hein, tu t'es couché tôt pour bien te remettre. J'ai regardé une vidéo de Dennis Rodman, ça m'a donné envie d'aller en Allemagne. Nico, cet ajustement là de mettre Pippen sur Magic, c'est ça aussi, tu vois, Phil Jackson, on voyait comme ça un mec, un des meilleurs défenseurs de l'histoire sur Magic. Et là, on voit encore, comme Rodman lui avait cassé les couilles, là, on voit Pippen qui le rend fou, quoi. Je ne sais pas qui dit ça dans le documentaire, mais il dit on n'a jamais fait ça sur Magic. Personne n'a jamais défendu comme ça, le prendre tout terrain et faire bégayer pendant 48 minutes. Personne ne l'a fait. Et en fait, parce que Magic, c'est vrai qu'il avait un avantage de taille par rapport aux autres meneurs. Là, il a un mec qui est plus grand et plus long, plus athlétique, plus rapide, tout, quoi. Tout. Donc, ça a été. Après, je regarde les stats quand même. C'est bon, il a quand même fait ses games. Mais c'est l'impact sur le match, c'était pas le même. Pas du tout la même chose. Je pense que c'était moins fluide que Magic, quoi. Que Magic, que les Lakers. Après, il leur met 4. Le mec, il sweep derrière, techniquement. C'est 4-0 derrière. Et il y a un truc que j'aime aussi, c'est quand Jordan dit il lui a fait ce qu'on a toujours vu à l'entraînement. C'est-à-dire, à un moment donné, s'il dit je vais te prendre tout terrain et je ne vais pas te lâcher, il ne va pas te lâcher pendant 48 minutes, pendant tout le match ou pendant tout l'entraînement, et tu ne pourras malheureusement pas faire grand-chose. Et moi, j'aime toujours l'idée où, tu sais, quand tu as vraiment un super défenseur face à un super attaquant, eh ben, le défenseur, il va prendre le dessus. Alors, si c'est Jordan en face, en général, ça ne marche pas, non, mais tu vois, si tu as un super défenseur à 1 contre 1, il peut stopper le meilleur attaquant. C'est possible. Et la preuve, c'est que Pippen, il défend sur Magic, qui est le meilleur meneur de tous les temps, qui est encore très fort, et qui est MVP l'année d'avant. L'année d'avant. L'année d'avant. Qui est MVP en 91? Jordan 91, 91. C'est ça. Donc, voilà, et puis il l'éteint, quoi. Alors, c'est vrai qu'il fait ses matchs, surtout à la passe, il est incroyable. Mec, voilà, tu veux changer une série, tu fais un ajustement tactique, tu mets un méga défenseur qui a la dalle, ça change tout. Et il y a cet ajustement aussi ils viennent fermer sur Jordan, Jackson, il lui dit, il n'y a Paxson qui est ouvert, regarde, lâche-le. C'est fou qu'un mec comme Jordan qui connaît le basket, tout le monde se dit, il va forcer. Donc, et c'est le plan un petit peu de Mike Dunleavy, qui est le coach des Lakers à l'époque, de venir fermer pour l'obliger à forcer. Et ils prennent un temps mort, et c'est génial, ils ont les images au temps mort, ils disent, gros, il est tout seul, vas-y, donne-lui la balle. Et ça, c'est ce qui va le faire gagner aussi d'autres titres. On voit Paxson qui met 3-4 filoches d'affilée et derrière, l'affaire est dans le sac. Et sur le premier tir de Paxson, on voit clairement la défense des Lakers. Grave qui a basculé sur la droite. Paxson, il est tout seul à l'opposé. Et là où Paxson, il est bon,
c'est qu'il met le premier. Parce que le premier tir, s'il ne met pas dedans, C'est je ce que je me suis pas suis dit, moi sûr, aussi. je suis pas sûr que Jojo lui redonne après. Et Ouais. il met le premier, il se dit ok, mon Jolly Be Good, il est bien, je vais lui en donner 2-3 autres après. Par contre, tu fais que philo chez John Paxson. Et Jordan, il a 11 passes d'aise de moyenne sur la NBA. Ouais, incroyable. Il fait 31 points, 11 passes de moyenne. Incroyable. Mm. Et puis, il y a l'émotion. Ça, ils en disent aussi, c'est que ce mec qu'on a toujours vu avec la rage de vaincre, ou frustré, ou énervé, parce que c'était un compétiteur. Là, on le voit complètement craquer avec son titre. Il en pleure. Il a dit 7 ans de travail. Même de le revoir maintenant, c'est ça. Waouh, tu es là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Tu sens que c'est un. Et puis, il dit ce truc, maintenant, j'appartiens à la classe avec Magic, Bird, tout ça. Ses idoles. Mais c'est vrai qu'il y a deux trucs qui sont fous à ce moment-là. Il y a d'abord quand Magic parle à Jordan. Le passage de témoin, il est incroyable. Genre, en plus, Magic, il aime tellement Jordan. Quand il en parle, tu sais, vraiment, il en parle comme la meilleure meuf de tous les temps. Il n'a jamais un mot négatif sur lui. Il dit, tu vois, même, on voit, je sais pas, en 87, on me dit, mais ce gars-là, il est trop fort. Tu vois, c'est déjà le meilleur joueur du monde. Donc, ce moment, cette étreinte, tous les deux, c'est ouf. Il y a plein d'émotions. Et c'est vrai que tu le vois avec le trophée, mais tu vois le daron derrière, ça te fout la chair de poule direct. Quand tu connais la suite, tu te dis, mais. Tu sais que j'étais ému là, cette séquence. Ah ouais, mais de ouf, de ouf. J'ai failli chialer encore. Ah, mais toi aussi. T'en as pas marre de chialer dès que tu regardes un truc à la télé? Steph, il chute devant le film turc, il a pleuré 3 fois. Mec, j'ai pas honte. Le film Mais non, turc, faut pas avoir honte. le film turc, j'ai pleuré 3 fois. Le film Play, là, j'ai pleuré, mais sur le parking après, 20 minutes après. Sophie d'avant, là, il y a une dame qui a Oh, là, mangé un c'est toi truc, qui me là. fais On a un Nagano, on a un Nagano, quoi. Oh là, tu me fais pleurer avec ton micro, gros. Ouais. Ah, mec, je suis désolé. On n'entend rien. On dirait Pierre Fula. On dirait Pierre Fula à Nagano. gros. Tout à l'heure, j'ai regardé Sophie d'avant, j'ai pleuré. Voilà. Je suis un gars dans l'émotion. Ah bah ouais. T'as besoin qu'on t'aime, Steph. T'as besoin qu'on t'aime. Bravo. En tout cas, c'était 2 bons épisodes. On a fait le tour un petit peu de ces épisodes. Nico, qu'est-ce que tu aimerais voir sur la suite, toi? Là, sur les prochains, je crois que c'est plus sur la marque Jordan, on va dire. Mais moi, je pourrais essayer de voir Kobe. C'est lui Quand il arrive dans la ligue. Ouais, parce que apparemment, Kobe, voilà, il est dans les mecs qui parlent. Et c'est ça, je vais voir, c'est parce que l'héritier de Jordan, c'était Kobe, tu vois. Et c'est pas marrant que c'est ce qui s'est passé pour Kobe. Et le revoir parler, de l'entendre parler de ça. Enfin, on va entendre aussi Jordan parler de ça. Les deux, ils vont en parler. On a tous vu le mémorial en février, mais là, ça va être différent. Donc, moi, je suis pressé de voir ça. C'est vrai. Et en plus, en 87-98, ils ont une confrontation qui est incroyable. 36 Donc, et 33, j'imagine c'est qu'il y ça aura les images. Pardon 36, 36 et 33. 36 et 33. 36 pour Jordan, donc à Chicago. Donc, forcément, il y aura ce moment-là, avec des images inside. Ça se trouve qu'on va voir Jordan parler de Kobe juste après, par exemple. C'est vrai. Et puis, il y a un truc, bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'espère que Tony Kukoc, à un moment donné, ils vont en parler un tout petit peu, quoi. Enfin, Ah ouais. j'espère, hein, vraiment, parce que… Quoi, je l'ai vu dans l'avion, une demi-seconde là. Par contre, belle pub, belle promo pour Scott Burrell. Hein. Oh. Papa, maman, il est alcoolique, votre fils. Scott Burrell, je pense qu'il jouait pas beaucoup et je comprends pourquoi. Le gars, il a vécu sa meilleure vie, hein, ce bâtard. Que dans la night, à ramener des papiches à l'hôtel. Jordan, il le tue, gros. Ah, incroyable. Par contre, on a oublié un truc. On a oublié le pas de danse de Jerry Cross. Ah ouais. Ah oui, ouais. On aurait dit le mec dans Hitch qui apprend à choper la meuf avec Will Smith, là. Sacré Jerry. Sacré Jerry. Hein. Ah ouais. Vous avez préparé un petit quiz pour finir ou pas? J'ai l'impression que Thomas, il avait préparé un. Ah bah moi, j'ai un petit truc pour vous deux. Enfin, vous trois, pardon. Excuse-moi, je vais vous laisser. Hein. Ça laissera une chance aux autres pour gagner, parce qu'en ce moment, tu enchaînes. Mais c'est pas un quiz, c'est un quiz de rapidité où même les gens chez eux peuvent jouer et essayer de vous battre. Les règles sont simples. Vous allez chacun prendre vos téléphones. Ouais. Vous allez vous mettre sur notes ou un truc pour pouvoir écrire, tous les trois. Un texto, quoi. Un texto, ce que tu veux, parce que le but, c'est qu'à la fin, vous montriez l'écran à tout le monde pour voir si vous avez été bon. C'est de la rapidité. Il y a deux trucs. Donc, du coup, je préfère vous allez écrire. tout… Pardon? Je préfère écrire. Moi. Bah, tu peux écrire si tu veux écrire. Je suis un littéraire. Mec, c'est écrit dans les amours, frère. Au fil de la nuit avec Arona Botrette. Donc, du coup, vous allez tous écrire. Il y a 12 mots
à écrire. Lorsque le premier a terminé, il a la main sur tous les autres. Parce que si quelqu'un se trompe, tu vois, par exemple, si Nico finit en premier, tu nous montres tes 12. Et si tu te trompes, eh ben, ce sera au deuxième de montrer et on saura si lui a gagné. Donc, ne vous trompez pas. C'est rapidité, mais il faut que ce soit parfait. Bien entendu, mais vas-y. OK? Vous pouvez jouer chez vous, évidemment. Tu me Et réexpliques, vous nous vite fait, direz j'avais dans les pas les commentaires. écouteurs. Pardon? Tu me réexpliques rapido, c'est pas les écouteurs. J'ai juste dit, il y a 12 noms à écrire. Ok. 12. Dans un ordre très précis. Le premier qui termine, vous finissez tous les trois. Une fois que vous avez fini, vous avez les 12. On va montrer tout ça ensemble. Si Nico finit en premier, il a la main. Donc, par exemple, si lui, il a les 12 dans le bon ordre, eh bien, c'est lui le grand champion. Par contre, si Steph est deuxième, c'est lui qui montre et on verra. Ça se trouve, vous allez faire 0 sur 3. Comme Steph, il triche, je vais la jouer en mode poker. On va pas tricher là. Bon, allez, vas-y, Julien Lepers, là, on y va. Ah, frérot, calme-toi. Vous jouez chez vous. Vous êtes prêts? Tout à l'heure, j'ai regardé USA, Angola, Dream Team 92. Je veux les 12 noms de la Dream Team avec leur numéro. Donc, je veux dans l'ordre. Oh non, bah, t'es sérieux, Numéro, gros. t'es un bâtard. 8, c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais t'es un bâtard avec le numéro, frère. Triche pas, Steph. Qu'est-ce que tu fais? Mais je triche pas, gros, je suis en train d'écrire. Il triche, je l'ai vu. Vous pouvez évidemment jouer chez vous, tranquillement, les amis. Et vous nous direz enfin, si vous nous avez battus, tout simplement. Alors, on va voir si nos amis sont capables de me sortir les 12 dans l'ordre. Avec les numéros, c'est dur. Ah, mais c'est ça qu'on aime. T'es un expert ou pas? Tout à l'heure, je regardais donc un beau USA Angola. C'est sur YouTube, sur la chaîne olympique, avec un Charles Barkley qui met donc comportement exemplaire. Exemplaire, sifflé par le comportement. Nico, c'est bon? Ok, très bien. Ouais. Donc, Nico en premier. On va attendre les autres. Je sens qu'ils vont nous sortir des phases. Auront-ils les 12 joueurs? Non, mais les 12, je les ai. Mais... J'ai un doute sur l'orthographe d'un. Oui, bon, c'est ton aura, t'inquiète. J'imagine de qui on parle. Le premier. Comment ça, j'ai que 9 joueurs? C'est catastrophique. Regardez les deux, ils n'ont pas les 12. Steph, triche tellement. Je triche pas, gros. Je triche pas, gros. Combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment je peux oublier des mecs? Oh, Erwan, non! Ah, mais si. Attends. Parce que tout à l'heure, il y a un truc qui m'a choqué dans tout ça, enfin, dans cette équipe, c'est qu'on est en 92 et que c'est la meilleure équipe de tous les temps. On est d'accord? Attends, 30 secondes, Steph. Attends, 30 secondes. Et il y a quand même la plupart des mecs qui sont soit jamais allés en finale, soit ne sont pas encore MVP. Tu vois, ils le seront plus tard. Et pourtant, on dit déjà que c'est la meilleure équipe possible et qu'il n'y a aucun doute. Je suis deuxième. C'est eux qui arrivaient, quoi. Parce qu'avant, c'était encore sur les accomplis, c'était Bird, Magic, Moses Malone. Il m'en manque un, putain. Irving, tous ces mecs-là, ils ont juste gardé Bird, Magic et c'était la nouvelle génération qui arrivait. Il te manque Shaquille O'Neal, Erwan. Ou Penny Hardaway, peut-être. Mais c'est vrai que tu vois, quand on fait le. J'ai la haine. Erwan, il a la haine, T'es scandaleux, t'es scandaleux. Non, putain, j'ai pas le numéro en plus. Oh là, Erwan, merde, quoi. Bah, écoute, qu'est-ce que je te dis? Il m'en manque un. Mais non. Non. Bah, bon, sérieux. Donc, Nico est en premier. Il a gagné. Erwan, bon, tant pis. Vas-y, montrez-moi vite fait. Montrez le plus près possible pour que je puisse. Voilà, vas-y, le plus près possible. Encore Nico, plus près. Alors, je regarde Nico en premier. Leitner en 4, Robinson 5, Ewing 6, Bird 7, Pippen 8, Jordan 9, Draxler 10, Malone 11, Stockton 12, Mullin 13, Barkley 14, Magic 15. Nico a gagné. Mais alors, attends, je vais regarder les autres parce que j'ai envie de me marrer. Attends, Steph, triche pas, Steph. Non, je triche pas, mais parce que tu vois pas les 12 en fait. Je suis obligé de faire bouger comme ça en fait. Attends, t'inquiète pas, on va voir tout de suite. Bird, non. Comme ça, je dirais que tu as tout bon. Non, je crois oui, si tu as tout bon. Non, j'ai des fautes, frère. Ah non, t'as Stockton 11, c'était Malone 11. Alors, Erwan a beau traite. Mais attends, mais il lui manque un joueur, c'est scandaleux. Attends, alors, Leitner, c'est bon, Ewing. Oh. C'est pas bon. Il a même pas mis David Robinson, c'est vraiment un bâtard. Putain, je l'ai mis. Putain, merde. C'est une baltringue, Robinson, de toute façon. Oh non. Non, attention. Putain. Tu vois, mais même David Robinson, il n'était jamais allé en finale, il n'était pas MVP. Karl Malone, pas de Stockton et Malone, pas de finale encore. Barkley, il sera MVP. Robinson, j'ai la haine. C'est le 5, quel numéro, Robinson? Le 5.
5. 6, c'est Will. Ah, c'était pas. Putain, ouais, ok. Pas bravo, Erwan. Hein. Non, Non, pas bravo. Oh, cette séquence sera évidemment coupée au montage hein, pour pas te. non, mais en fait, Mettre dans je l'embarras. connais. Tu l'as en tête, tu l'écris pas, après il revient jamais. Bah, enchaîne, ça arrive. Ah bah voilà, c'est tout. C'était C'est un petit fini. truc. Ah, c'est tout. C'est fini, Je tonton. pensais que tu allais être meilleur. C'était Attends, juste un truc comme ça. mais moi, les 12 de l'Angola. Tu sais qu'ils font pas un mauvais match. Hein. Ils sont à 7-7 à 5 minutes. Avec leur numéro. Il y a un truc qui me choque dans ce match, c'est que les arbitres, ils sont nuls à chier. Mais ils sont nuls. Mais vraiment, c'est Ils se font voler, les Angolais, gros. Jordan, il met plein de end-one. Il a remis de côté, gros. Je fais, bah, attends. Putain. Bon, bah, bravo en tout cas, les gars. C'était très intéressant. Ouais. En tout cas. Merci. Et puis à très vite. Allez, salut. On se retrouve mardi prochain pour les épisodes 5 Ouais. et 6. Et on enregistre un truc jeudi. D'ailleurs, je ne sais pas encore quoi. Peut-être la meilleure équipe de tous les temps. À voir. Si ça vous dit. On va y réfléchir. Faites-nous des propositions dans les commentaires. Nico, Ouais, tu avais des idées absolument. aussi. Et pour ceux que ça intéresse, qui sont allés au bout de la vidéo, mercredi soir, on se fait un petit quiz sur Instagram avec des gens de la commu. D'ailleurs, on en reparlera tous les quatre si vous voulez participer. Enfin, Erwan, je sais déjà. Mais on va peut-être se faire un petit quiz. C'est l'anniversaire de mon fils, mercredi. Eh ben, écoute, tu feras la semaine prochaine si ça te dit. Ouais, c'est une bonne C'est une bonne excuse. excuse. C'est une bonne excuse, Nico. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, de mercredi, on se fait un petit quiz. On vous en parlera sur les réseaux sociaux. Parfait. Merci à tous les trois. On se retrouve mardi prochain pour le débrief de l'épisode 5 et 6 de The Last Dance. On se retrouve jeudi pour une émission. Et voilà, merci à tous de nous suivre. Dites-nous dans les commentaires vos impressions aussi sur ces épisodes de The Last Dance. Des fois, on n'a pas forcément les mêmes lectures ou les mêmes visions des choses. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci les gars, bonne soirée, à bientôt. Et restez chez vous pour l'instant, c'est bientôt la fin. Ciao les gars. Salut.